Essentiel Pharma Le Mag, votre rendez-vous sans ordonnance avec les meilleurs conseils en pharma santé pour rendre votre quotidien plus fort. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast dédié aux futurs et jeunes parents. Ici, nous abordons, vous le savez, les sujets d'actualité et de prévention qui vous concernent au quotidien. Aujourd'hui, nous allons explorer la grossesse et les premiers mois avec bébé sous un format original, un abécédaire. Exactement, nous allons passer en revue des notions essentielles, des petits mots aux grandes étapes, en vous apportant des conseils et des astuces. Alors, préparez-vous à découvrir notre abécédaire spécial maman et bébé. C'est parti. A comme acné. Pendant la grossesse, environ 40% des femmes souffrent d'acné, un phénomène directement lié aux fluctuations hormonales. L'augmentation de la progestérone stimule l'activité des glandes sébacées, entraînant une sécrétion excessive de sébum. Ce surplus de sébum obstrue les pores de la peau et favorise la prolifération d'une bactérie naturellement présente sur la peau, responsable des poussées inflammatoires. Cet état peut être accentué par d'autres facteurs comme le stress, une alimentation riche en sucre rapide ou encore une hydratation insuffisante. C'est donc un phénomène assez courant, mais peut-on prévoir qui sera touché par l'acné de grossesse ? Eh bien, pas vraiment. Contrairement aux idées reçues, les antécédents d'acné à l'adolescence ne prédisent pas forcément une acné de grossesse. Certaines femmes qui n'ont jamais eu de boutons auparavant peuvent en développer, alors que d'autres ayant une peau acnéique verront leur état s'améliorer. Très bien, mais alors une fois l'acné installée, comment la traiter en toute sécurité pendant la grossesse ? L'objectif est de réguler la production de sébum, de préserver l'équilibre cutané et d'éviter l'inflammation sans utiliser de substances nocives pour le bébé. Sophie, certains traitements anti-acné classiques sont-ils contre-indiqués pendant la grossesse ? Oui, et c'est très important d'en être consciente. De nombreux traitements habituellement prescrits contre l'acné sont strictement interdits pendant la grossesse en raison de leur toxicité fétale. Pour l'utilisation d'autres produits, demandez conseil à votre pharmacien. En cas d'acné sévère, un dermatologue ou un gynécologue peut proposer des solutions compatibles avec la grossesse. B comme bain du bébé. Faut-il donner un bain à bébé tous les jours, Sophie ? Pas forcément. En France, l'assurance maladie recommande de donner un bain tous les 2 ou 3 jours. Contrairement à une idée reçue, il n'est pas nécessaire de laver bébé quotidiennement, car sa peau est encore immature et fragile. Un bain trop fréquent peut altérer le film hydrolipidique, cette fine couche protectrice naturelle qui préserve l'hydratation et la santé de la peau. En revanche, il est essentiel de nettoyer quotidiennement les parties du corps exposées aux impuretés, notamment le visage, les mains, les plis cutanés et la zone du siège. L'eau du bain doit être à 37 degrés, soit la température du liquide amniotique, afin de ne pas provoquer de choc thermique pour le bébé. Pour vérifier, il est recommandé d'utiliser un thermomètre de bain et de tester l'eau avec l'intérieur du poignet ou le coude, qui sont des zones sensibles à la chaleur. Le moment propice dépend du rythme du bébé et des habitudes familiales. Certains parents préfèrent donner le bain le matin, notamment en période de chaleur, pour rafraîchir bébé et le réveiller en douceur. D'autres privilégient le bain du soir, qui a un effet apaisant et peut aider à l'endormissement en relâchant les tensions accumulées. Dans tous les cas, il est conseillé de choisir un moment où bébé est éveillé et calme, en évitant les périodes où il a faim ou sommeille. Après le bain, il est essentiel de bien sécher bébé, notamment dans les plis cutanés. Cou, aisselle, haine, derrière les oreilles, où l'humidité peut favoriser les irritations et les mycoses. Pour protéger la peau, on peut appliquer une crème hydratante adaptée au bébé, surtout en hiver, une crème protectrice à base d'oxyde de zinc sur le siège pour prévenir l'érythème fessier. C'est comme croûte de lait. Votre bébé a des croûtes de lait, pas d'inquiétude, c'est tout à fait courant et bénin. Oui, elles sont liées à une hyperactivité des glandes sébacées, probablement sous l'influence des hormones maternelles encore présentes dans l'organisme du bébé après la naissance. Cette surproduction de sébum provoque la formation de petites plaques jaunâtres ou blanchâtres, épaisses et légèrement grasses, qui adhèrent au cuir chevelu. Parfois, elles s'étendent aux sourcils, aux ailes du nez ou derrière les oreilles. Ces croûtes ne sont pas liées à l'alimentation. C'est une idée reçue. Changer le type de lait, que ce soit l'allaitement ou le lait infantile, n'a aucun impact sur leur apparition ou leur disparition. Il ne s'agit pas d'une réaction allergique ni d'un manque d'hygiène. C'est simplement un phénomène physiologique. Elles disparaissent naturellement en quelques semaines ou mois, mais si elles ne disparaissent pas après quelques mois ou s'étendent de manière importante, il peut être utile de consulter un pédiatre ou un dermatologue.
Dans certains cas, un traitement local, comme des crèmes à l'acide salicylique en faible concentration, peut être prescrit, mais cela reste rarement nécessaire. Comme érythème fessier. Vous avez beau avoir acheté des couches très absorbantes et pourtant, votre bébé a souvent les fesses rouges. Pas de panique. Il s'agit probablement d'un érythème fessier, un problème fréquent chez les nourrissons. Il est dû à l'environnement humide et chaud de la couche qui fragilise la peau. En plus, le contact prolongé avec l'urine et les selles peut provoquer une irritation cutanée, parfois aggravée par le frottement des couches ou certains produits de toilette inadaptés. Oui, c'est une inflammation très courante. Selon les études, 50% des bébés en souffrent au moins une fois avant l'âge de 12 mois, selon la Société française de dermatologie. En général, l'érythème fessier apparaît lorsque la peau du siège est fragilisée par une macération prolongée, ce qui altère la barrière cutanée et laisse place à des rougeurs, voire à de petites lésions superficielles. Plusieurs éléments peuvent aggraver ou déclencher un érythème fessier. Un change trop espacé, si bébé reste trop longtemps avec une couche souillée, l'humidité et l'ammoniac contenu dans l'urine attaquent la peau. Une poussée dentaire, elle s'accompagne souvent d'un excès de salivation, ce qui rend les selles plus acides et irritantes. Une modification de l'alimentation, l'introduction de nouveaux aliments, notamment les fruits acides, peut modifier le pH des selles et aggraver l'irritation. Une prise d'antibiotiques, elle, peut perturber la flore intestinale et favoriser une surinfection par des champignons. On a alors affaire à un érythème fessier mycosique. Dans la plupart des cas, les rougeurs disparaissent en 3 à 4 jours si des mesures adaptées sont mises en place rapidement. Nettoyer en douceur, utiliser de l'eau tiède avec un coton, un liniment oléocalcaire ou un lait de toilette sans rinçage. Bien sécher la peau, tamponner avec une serviette propre et douce, sans frotter. Laisser bébé sans couche autant que possible quelques minutes à l'air libre après chaque change pour permettre à la peau de respirer. Appliquer une crème protectrice à base d'oxyde de zinc, effet barrière et apaisant, comme les crèmes pour le change recommandées par les pédiatres. Si après 4 à 5 jours, les rougeurs persistent ou s'intensifient malgré les soins, si des lésions suintantes, des vésicules ou des plaques blanchâtres apparaissent, il peut s'agir d'une infection bactérienne ou fongique. Dans ce cas, une consultation chez le pédiatre est recommandée. Un traitement spécifique, comme une crème antifongique en cas de mycose, pourra être prescrit. F comme fissure pendant l'allaitement. Si vous allaitez, il se peut que vous voyez apparaître des fissures, aussi appelées crevasses, sur vos mamelons. Ces petites lésions peuvent être très douloureuses, rendant l'allaitement inconfortable. Oui, ces fissures sont dues à une fragilité de la peau, un peu comme des gerçures sur les lèvres en hiver. Elles surviennent généralement dans les premières semaines d'allaitement, le temps que la peau du mamelon s'adapte à la succion du bébé. Elles peuvent aller d'une simple irritation rouge et sensible à de véritables coupures douloureuses, parfois accompagnées de petits saignements. La cause numéro 1, c'est une mauvaise position du bébé au sein et d'autres facteurs peuvent aggraver la situation. Une succion inefficace, parfois due à un frein de langue trop court chez le bébé, un allaitement trop long sur un même sein qui fatigue et fragilise la peau, une peau sèche, ce qui favorise les micro-lésions, l'utilisation de bouts de sein en silicone mal adaptés qui modifient la prise du sein. Il y a plusieurs gestes simples à adopter pour éviter leur apparition. S'assurer que bébé prend correctement le sein. Bébé doit ouvrir grand la bouche avec les lèvres retroussées et le menton collé au sein. Sa succion ne doit pas être douloureuse. Si c'est le cas, il faut repositionner bébé. Alterner les positions d'allaitement, cela permet de varier les points de pression sur le mamelon. Ne pas attendre que bébé ait trop faim. Un bébé affamé va téter plus vigoureusement et risquer d'exercer une pression excessive sur le mamelon. Hydrater et protéger la peau du mamelon. Appliquer une crème à la lanoline après chaque tétée aide à prévenir le dessèchement. Et la mesure essentielle, déposer quelques gouttes de lait maternel sur le mamelon. Il possède des propriétés cicatrisantes et antibactériennes. Et si les crevasses sont légères, voici les bons gestes à adopter. Continuer à allaiter, ne pas arrêter brutalement, cela pourrait aggraver la situation. Appliquer un onguent protecteur comme une crème à la lanoline ou une huile végétale douce, d'amande douce ou de coco. Laisser le sein sécher à l'air libre après chaque tétée. Éviter les savons et produits agressifs qui assèchent encore plus la peau. Si les crevasses deviennent profondes, saignent ou ne cicatrisent pas, il est recommandé de consulter une sage-femme ou un consultant en lactation. H comme hygiène intime.
La grossesse entraîne de nombreux bouleversements hormonaux et cela touche aussi l'intimité féminine. Ces modifications ont un impact direct sur la flore vaginale et peuvent rendre la zone intime plus vulnérable aux infections, notamment les mycoses et les irritations. En temps normal, le vagin possède un pH acide, autour de 3,5 à 4,5, qui agit comme une barrière naturelle contre les bactéries et les champignons. Or, pendant la grossesse, ce pH devient moins acide, ce qui perturbe l'équilibre de la flore vaginale et favorise la prolifération de certains micro-organismes responsables des mycoses vaginales. Certaines manifestations sont fréquentes et normales, comme une augmentation des pertes vaginales. Cependant, il faut être attentif à certains signes inhabituels qui peuvent indiquer une infection. Des pertes vaginales épaisses, blanchâtres et grumeleuses, souvent accompagnées de démangeaisons. Des pertes jaunâtres, verdâtres ou malodorantes qui peuvent signaler une infection. Une sensation de brûlure ou de gêne en urinant pouvant être le signe d'une infection urinaire associée. En cas de doute, il faut consulter un médecin ou une sage-femme. Une infection vaginale non traitée peut parfois entraîner des complications. Pour limiter les désagréments, il est recommandé d'utiliser un produit d'hygiène intime adapté. Privilégiez un gel lavant doux, sans savon, avec un pH physiologique qui respecte la flore vaginale. Évitez les gels parfumés ou agressifs qui peuvent accentuer l'irritation. Évitez les douches vaginales, elles perturbent l'équilibre de la flore et augmentent le risque d'infection. Privilégiez des sous-vêtements en coton. Les matières synthétiques et les vêtements trop serrés favorisent la macération et augmentent le risque d'irritation. Séchez correctement la zone intime après la toilette. Toujours tamponner avec une serviette propre et sèche, sans frotter. En résumé, pendant la grossesse, la flore intime est plus sensible, mais il existe des gestes simples pour préserver son équilibre et éviter les infections. Et surtout, en cas de doute ou de gêne, ne pas hésiter à consulter un professionnel de santé. L comme Listeria. La Listeria monocytogène est une bactérie très répandue dans l'environnement que l'on retrouve dans l'eau, le sol et certains aliments, notamment les produits laitiers non pasteurisés, les produits de la mer, les charcuteries et certains végétaux. Chez la femme enceinte, cette infection appelée listériose peut avoir des conséquences graves pour le fœtus. Cette infection se traduit par de la fièvre, des maux de tête, voire des troubles digestifs. En France, on recense environ 50 à 100 cas par an chez les femmes enceintes, d'après Santé publique France. La bactérie peut traverser le placenta et infecter directement le bébé, entraînant un risque de fausse couche ou d'accouchement prématuré et des infections graves du fœtus. La prévention passe avant tout par une bonne hygiène alimentaire et quelques précautions simples. Évitez les aliments à risque comme les fromages au lait cru, exemple camembert, brie, roquefort. Évitez également les charcuteries, les rillettes, pâtés, foie gras, jambon cru, saucisson, ou encore les poissons crus et fumés, sushi, tarama, saumon fumé. Les graines germées crues car elles peuvent contenir des bactéries. La listeria est détruite à 70 degrés. Il est donc essentiel de bien cuire viande, poisson et œufs. Lavez soigneusement les fruits et légumes à l'eau claire et idéalement les éplucher avant de les consommer. Respectez une bonne hygiène en cuisine. Conservez les aliments séparément. Viande crue et légumes doivent être stockés dans des contenants hermétiques. Se laver les mains avant et après la manipulation des aliments. Contrairement à d'autres bactéries alimentaires, la listeria peut survivre et se multiplier à basse température, même dans un réfrigérateur à 4 degrés. C'est pourquoi il est recommandé de ne pas consommer des aliments trop longtemps après leur ouverture et de ne jamais manger des plats préparés qui ont traîné plusieurs jours au frigo. En adoptant de bonnes pratiques alimentaires et une hygiène rigoureuse, on peut fortement réduire les risques. M comme masque de grossesse. Le masque de grossesse, aussi appelé cloasma ou mélasma, est un phénomène cutané qui touche de nombreuses femmes enceintes. Il correspond à l'apparition de taches brunes ou grisâtres sur le visage, en particulier sur les pommettes, le front, le nez et la lèvre supérieure. Ces zones sont les plus exposées au soleil, ce qui favorise leur pigmentation. Ce phénomène est directement lié à l'augmentation des hormones féminines, œstrogènes et progestérone, qui stimulent la production excessive de mélanine, le pigment responsable de la coloration de la peau. Toutes les femmes enceintes ne sont pas concernées, mais certaines sont plus à risque que d'autres. Le masque de grossesse touche environ 50 à 75% des femmes enceintes d'après la Société française de dermatologie. Mais il est plus fréquent chez celles qui ont
une peau mate à foncée car elles ont naturellement plus de mélanine, des cheveux bruns ou noirs, des antécédents familiaux de masques de grossesse. Des taches peuvent apparaître dès le premier trimestre, mais elles deviennent souvent plus visibles à partir du deuxième trimestre lorsque le taux d'hormones est à son maximum. Ce phénomène peut persister après l'accouchement, notamment en cas d'allaitement, et parfois même jusqu'à plusieurs semaines après la fin de l'allaitement. L'exposition aux UV est le principal facteur aggravant. Sous l'effet du soleil, les cellules responsables de la production de mélanine, mélanocytes, deviennent hyperactives, intensifiant l'hyperpigmentation. C'est pourquoi le masque de grossesse est plus marqué en été ou dans les régions très ensoleillées. Oui, et la meilleure prévention, c'est la protection solaire. Voici quelques gestes essentiels pour éviter son apparition ou limiter son intensité. Évitez au maximum l'exposition au soleil. Ne pas s'exposer entre midi et 16 heures, période où les UV sont les plus forts. Préférez l'ombre et portez un chapeau à large bord et des lunettes de soleil. Appliquez une crème solaire adaptée. Utilisez une crème solaire SPF 50+, avec des filtres minéraux, dioxyde de titane, oxyde de zinc, qui sont mieux tolérés pendant la grossesse. Appliquez généreusement et renouvelez toutes les 2 heures en cas d'exposition prolongée. Et si les taches sont déjà apparues, il faut savoir que le masque de grossesse s'atténue naturellement après l'accouchement dans la majorité des cas. Cependant, si les taches persistent plusieurs mois après la grossesse, certains traitements dermatologiques peuvent être envisagés, mais uniquement après l'accouchement et l'allaitement. Donc, si on veut éviter le masque de grossesse, la clé, c'est la protection solaire. La prévention est essentielle, car une fois les taches installées, elles peuvent mettre plusieurs mois à disparaître. Une bonne protection solaire est le meilleur remède. N comme nausée. Tu vas voir, les nausées, c'est horrible. Cette phrase, beaucoup de futures mamans l'entendent dès qu'elles annoncent leur grossesse. Mais est-ce vraiment un passage obligé, Sophie ? Effectivement, les nausées de grossesse sont très fréquentes. On estime que 70 à 80% des femmes enceintes en souffrent. Heureusement, ces nausées sont le plus souvent bénignes et disparaissent spontanément vers la fin du premier trimestre, entre la 12e et la 14e semaine d'aménorrhée. Les causes exactes des nausées de grossesse ne sont pas totalement élucidées, mais elles sont principalement liées aux modifications hormonales du début de la grossesse. Les hormones favorisent une sensibilité accrue aux odeurs et ralentissent la digestion. Elles peuvent accentuer les sensations de nausées. Dans moins de 2% des cas, les nausées deviennent extrêmement intenses et s'accompagnent de vomissements répétés, empêchant de s'alimenter correctement. Cette forme sévère peut provoquer une déshydratation et une perte de poids importante, nécessitant parfois une hospitalisation pour une réhydratation par perfusion. Si une femme enceinte vomit plusieurs fois par jour, perd du poids ou ressent une grande fatigue, elle doit consulter rapidement. Il existe plusieurs stratégies pour réduire l'intensité des nausées. Adopter une alimentation fractionnée, manger en petite quantité mais plusieurs fois par jour, toutes les 2 à 3 heures, privilégier les aliments riches en glucides complexes, le pain, le riz, pommes de terre, et pauvres en graisse. Éviter les plats trop épicés, acides ou gras qui peuvent aggraver les nausées. Prendre un encas avant de se lever le matin, avant même de sortir du lit, grignoter un biscuit sec ou une biscotte peut éviter une baisse soudaine de la glycémie, souvent responsable des nausées matinales. Privilégier les aliments froids. Les aliments chauds ont une odeur plus marquée, ce qui peut déclencher des nausées. Manger des plats froids ou tièdes peut être plus tolérable. S'hydrater régulièrement, mais en petite quantité, boire de l'eau, des infusions ou du bouillon tout au long de la journée, en petites gorgées plutôt qu'en grande quantité d'un coup. L'eau gazeuse peut parfois aider à calmer l'estomac. Les nausées sont un désagrément fréquent mais temporaire. Et votre pharmacien dispose de solutions pour vous aider à les soulager. N'hésitez pas à en parler à votre pharmacien. La clé, c'est d'écouter son corps, adapter son alimentation et tester différentes astuces pour trouver ce qui fonctionne le mieux. Et surtout, ne pas hésiter à consulter en cas de nausées sévères ou persistantes. Et pour terminer cet abécédaire, V comme vergeture. C'est une grande préoccupation pour de nombreuses femmes enceintes. Pourquoi apparaissent-elles pendant la grossesse, Sophie ? Les vergetures sont des stries cutanées qui apparaissent lorsque la peau est soumise à une distension rapide, comme c'est le cas lors de la grossesse. Elles sont causées par une rupture des fibres de collagène et d'élastine dans le derme, entraînée par l'étirement rapide de la peau et les changements hormonaux. Elles concernent entre 50 et 90% des femmes enceintes. Plusieurs éléments peuvent augmenter le risque de vergeture. La prédisposition génétique, si votre mère en a eu, vous êtes plus susceptible d'en avoir.
Une prise de poids rapide, plus la peau est étirée brutalement, plus les fibres de collagène sont sollicitées. Les variations hormonales, pendant la grossesse, l'augmentation du taux de cortisol diminue la production de collagène, rendant la peau plus fragile, une peau naturellement peu élastique. Elles surviennent généralement au 2e et 3e trimestre, lorsque le ventre s'arrondit rapidement. Mais elles peuvent aussi toucher d'autres zones, comme les seins, qui prennent du volume en préparation à l'allaitement, les hanches et les cuisses, qui stockent davantage de graisse pendant la grossesse, les fesses et le bas du dos. On ne peut pas toujours les éviter à 100%, mais on peut préserver l'élasticité de la peau grâce à de bonnes habitudes. Hydrater la peau matin et soir, appliquer une huile végétale, amande douce, argan, avocat, ou une crème anti-vergiture riche en beurre de karité et acide hyaluronique. Masser en mouvement circulaire pour stimuler la microcirculation et améliorer l'élasticité cutanée. Privilégier une alimentation équilibrée pour éviter une prise de poids trop rapide. Manger des aliments riches en vitamines C et E qui favorisent la production de collagène. Boire suffisamment d'eau, une bonne hydratation interne maintient la souplesse de la peau. Une fois installé, peut-on faire disparaître les vergetures, Sophie ? Les vergetures passent par 2 phases. La phase inflammatoire. Elles sont rouges ou violacées car les vaisseaux sanguins sont encore actifs. À ce stade, elles répondent mieux au traitement. Puis la phase cicatricielle. Elles deviennent blanches ou nacrées, signe qu'elles sont installées. Les vergetures sont très fréquentes pendant la grossesse. Il ne faut surtout pas culpabiliser. Elles sont naturelles et sans danger. Avec le temps, elles s'estompent et deviennent moins visibles. Demandez conseil à votre pharmacien. Et voilà, nous avons parcouru ensemble une partie de l'abécédaire de la grossesse. Une aventure fascinante ponctuée de grands bouleversements physiques, émotionnels et hormonaux. Mais aussi de beaux moments de complicité avec bébé, même avant sa naissance. Oui, la grossesse est une période unique et intense, où chaque femme vit son propre parcours. Certaines expériences sont communes, comme les nausées, la prise de poids, les vergetures ou encore les bouleversements hormonaux. Mais chaque grossesse mérite un accompagnement personnalisé. L'essentiel, c'est d'écouter son corps, de se faire confiance et de ne pas hésiter à demander de l'aide aux professionnels de santé. Sages-femmes, gynécologues, pédiatres, pharmaciens. Ils sont là pour répondre aux doutes et accompagner chaque future maman. Un grand merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous suivre pour d'autres sujets santé. À très vite pour un prochain épisode. Essentiel Pharma, votre réflexe santé.